ça venant d'une vieille amitié entre Henri Nallet, le président de la Fondation Jean Jaurès, et Jean. Et Thérèse. Et Thérèse, la femme de Jean, qui va arriver tout à l'heure. Bon. L'épouse de Henri, avec laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans, je crois que c'est 15, dans un journal qui est vraiment l'âme, je le dis devant l'équipe de Cartooning for Peace, l'âme antérieure de ce que nous faisons aujourd'hui, qui s'appelle Croissance des jeunes nations, édité par les publications catholiques, et qui essayait, à l'époque où on pensait que la gauche réglerait tous les problèmes du Nord-Sud, voilà, bon, je dis ça avec beaucoup de recul, nous, on était sûrs que qu'on allait appliquer toutes ces belles idées sur l'avenir de nos trois rapports entre l'Europe, l'Afrique, le tiers-monde. On parlait beaucoup de Monseigneur Camara, qui était un archevêque qui était un peu dissident par rapport à Jean-Paul II. C'était l'avenir. On croyait que... Bon, et puis après, il y a la réalité. Je me souviens d'un déjeuner avec Pierre Mauroy, le jour de sa démission, en 84, et c'est rigolo parce que d'abord j'avais rendez-vous avec lui et je vais et j'entends à la radio qu'il vient de démissionner. Je me dis mince. Et il était très gentil, Pierre Mauroy. Puis j'ai vu sa photo là ici à côté de et c'est drôle parce que je téléphone et je tombe sur la secrétaire et elle me dit non, c'est maintenu. Un jour comme celui-là, c'est incroyable. Bon, il me reçoit et dans la conversation au déjeuner, je lui dis mais les ventes d'armes avec le Chili, l'Argentine, c'est pas vrai, hein? Il me dit ben non, c'est pas vrai, bien sûr. C'était un peu vrai quand même, hein. Les exocètes en Argentine, bon. Voilà, donc c'est pour vous raconter un peu tous mes espoirs de gauche étaient dans cette revue qui s'appelle Croissance des jeunes nations. Et puis, il y a la réalité qui dit autre chose. Voilà. Et puis, la prochaine fois, je ferai plus court. Bon, nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois seulement, où on a un peu refait le monde et on a discuté un peu de votre arrivée ici. Mais comme beaucoup de ma génération, on a l'impression d'avoir vécu et d'avoir vieilli ensemble. Et d'avoir plus vécu que vieilli, parce que on n'a pas tant vieilli que ça. Mais j'étais lycéen dans la rue... en sortant d'ici, et j'avais un professeur d'histoire en seconde qui était comme l'étaient les professeurs d'histoire, certains professeurs d'histoire à la fin des années 70. Je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup de ce style-là, qui avait une grosse barbe, des petites lunettes rondes, des cheveux longs, qui nous avait demandé de le tutoyer et qui voulait faire de nous des citoyens. Et donc il nous disait qu'il fallait qu'on lise Le Monde tous les jours. Mais à l'époque, vous ne dessiniez à la une du Monde que de manière intermittente, et ma lecture du Monde à l'époque a été intermittente aussi. Et puis quelques années après, en 85, au moment où le dessin de Plantu a été à la une du Monde tous les jours, j'étais étudiant à Sciences Po, et là, à la fois par devoir et puis par plaisir, il fallait lire Le Monde tous les jours. Et c'est toujours intéressant de regarder les comportements par rapport aux journaux. Comment chacun lit un journal. Est-ce qu'on commence par le début ou est-ce qu'on commence par la fin? Est-ce qu'on tourne d'abord toutes les pages ou est-ce qu'on commence à lire? Qu'est-ce qu'on commence à lire? Est-ce qu'on commence à lire l'éditorial? Est-ce qu'on commence à lire une enquête? Mais à l'époque, la question n'était pas très intéressante parce qu'on avait tous la même réponse. On commençait nécessairement par le dessin de Plantu. Voilà, c'était comme ça. Et puis, quelques années après, milieu des années 90, la gauche revient au pouvoir avec Lionel Jospin et je quitte la Fondation Jean Jaurès et Pierre Mauroy pour aller au ministère des Finances avec Dominique Strauss-Kahn. À une époque où tout allait bien. La croissance, le chômage qui baissait. Quelle croissance avec Strauss-Kahn, c'est quoi? L'emploi, tout ça allait fort bien. Et j'ai encore aujourd'hui, je l'ai vérifié tout à l'heure, à côté de mon bureau, un dessin de Plantu dans lequel il y a une salle de classe dans laquelle il y a un élève au piquet qui est Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, qui n'avait pas réussi à boucler les comptes. Et puis il y a Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn qui sont assis à la table et DSK dit « fastoche ». Voilà, c'était comme ça. Mais après, tout n'a pas réussi. Et pas seulement ni pour DSK, ni pour la gauche, mais
Barbara chantait après 1981, l'air est devenu plus léger, peu à peu l'air est devenu plus chargé. Et en 2005, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, et quelques temps après, la création de Cartooning for Peace, dont on va parler. Et à ce moment-là, le dessin a changé de statut, les interrogations autour du dessin se sont fait jour et autour du rôle des dessinateurs. Donc c'est de ça dont nous allons parler. On le fait au moment où Cartooning for Peace fête ses 10 ans, au moment où, comme chaque année, les dessins de l'année de Plantu sont publiés, debout. Et on va essayer de le faire de la manière la plus vivante possible. Et donc, on va essayer d'organiser notre discussion autour de 4 ou 5 thèmes, avec l'idée, pour chacun de ces thèmes, que vous interveniez pour poser vos questions. Et puis, parce que c'est Plantu, le dessin sera en direct présent pendant cette discussion. Donc, peut-être pour commencer, en partant de vous, j'ai déjà évoqué Le Monde, les premiers dessins, les premières unes, puis la une tous les jours. Il y a un moment par lequel je voudrais commencer. On est en 1990 et vous faites la rencontre de Yasser Arafat lors d'une exposition de dessin à Tunis. Et vous le faites réagir à vos dessins. Et Yasser Arafat, sur l'un de ses dessins, dessine lui-même l'étoile de David du drapeau israélien. Il le colorie et il le signe. Et puis, quelque temps après, vous êtes à Jérusalem, vous rencontrez le ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, et il signe, lui aussi, un des dessins qui avait été signé par Yasser Arafat avant les accords d'Oslo. Pour la première fois, c'est la signature sur un même document. Et donc, peut-être, pour commencer par là, d'abord, comment vous avez eu cette idée? Et puis, est-ce que le dessin, on sera sur l'aspect plus compliqué après, mais est-ce que le dessin peut aussi être un outil diplomatique? À l'époque, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un journaliste américain qui avait appelé ça Cartooning Diplomacy. Et à l'époque où, évidemment, on pensait bien que j'ai pas pris... Vous savez, j'ai un peu morflé depuis... lequel? Celui-là, il a bien marre. Celui-là, il n'a pas l'air de... Si, un peu plus fort. Ah oui, plus... Et c'était... vous pensez bien que j'aurais bien été capable... j'étais à Tunis avec un dessinateur qui s'appelle Ali Farzat, qui est syrien et qui a eu des ennuis il n'y a pas très longtemps, graves ennuis à cause du régime de Bachar el-Assad. Et on faisait cette exposition ensemble. Et dans la nuit à l'hôtel, on m'a dit, à 4h du matin, il y a Yasser Arafat qui veut vous rencontrer. Et pour vous dire à quel point je n'étais pas du tout organisateur de la rencontre, j'avais complètement oublié que Arafat était réfugié politique en Tunisie. Et je me suis retrouvé dans une Peugeot pourrie avec des Kalachnikov, tout ça, avec un gars que j'avais rien révisé, mais il avait envie de dessiner. Et quand j'ai vu par exemple un dessin comme celui-là, où il m'a dit qu'un jour, et ça c'est pas un scoop, mais il m'a dit qu'un jour, il y aurait une... Comme nous, on a l'euro... avec le rond et les deux traits, il m'a dit qu'il y aurait une monnaie, un jour au Proche-Orient, qui rassemblerait le chandelier hébraïque, la croix des chrétiens et le croissant des musulmans, qui serait le logo de la monnaie. Et je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Et donc, quand j'ai vu qu'il avait tellement envie de m'utiliser, dans le bon sens du terme, et de dessiner, je me suis dit, est-ce que je peux revenir avec une caméra ? Ce que j'ai fait quelques semaines après, pour pouvoir... et c'est pour ça qu'on a ces documents incroyables. Et en fait, j'ai pris le train en marche d'une proposition qui m'est tombée dessus. Et c'est là, sans m'en apercevoir, que j'ai compris que
quand il y a eu les fatwas après contre les dessinateurs danois et qu'il y a eu ces pressions contre les dessinateurs danois, ces fatwas contre les dessinateurs danois, qu'à ce moment-là, Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU en 2006, prend son téléphone et me demande donc ce qui fait que je suis encore rattrapé par la diplomatie. Il me dit, est-ce que vous voulez bien rassembler des dessinateurs du monde entier à l'ONU, à New York, avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, des Palestiniens, des Israéliens. Et moi, comme je les connaissais tous, grâce à l'image du journal Le Monde, qui je remercierai jamais assez mon journal, parce que grâce à l'image du journal, ça faisait déjà 25 ans que je me baladais dans le monde entier et que je rencontrais les dessinateurs du monde entier. Donc, quand il m'a dit de rassembler des dessinateurs, moi, j'avais tous les fichiers, j'avais tous les numéros de téléphone. Et donc, on a fait cette rencontre ça, c'est le dessin que j'ai fait quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois. Et je me suis dit, tiens, je vais faire comme si on était punis. Je ne dois pas dessiner. Et je l'ai fait aux États-Unis, sans me rendre compte que je faisais un dessin qui allait faire le tour de la planète. Je l'ai fait à Atlanta. Et quand je suis revenu, je me souviens dans la passerelle de l'avion, j'ai commencé à rebrancher mon portable, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les télés qui voulaient m'interroger sur ce dessin-là, parce que j'étais dépassé par mon propre dessin qui circulait sur la planète, et apparemment qui répondait, qui était la bonne réponse à l'interdit. Tu ne dois pas dessiner Mahomet, et moi je ne voulais pas, j'avais rien à foutre de dessiner Mahomet, je voulais faire un type barbu, qui était revu par un autre qui était en haut du crayon, et qui était lui-même barbu, et donc je donne pas les réponses. Et même, je me souviens à l'époque, il y a même des gens qui disaient « Ah, mais votre gars, il ressemble à Léonard de Vinci. » Je dis « C'est parfait, moi ça m'arrange. » Et voilà. Et donc, tout le boulot du dessinateur, c'est d'essayer de voir, et c'est là que, quand il y a eu et à la fois le drame des fatwas, parce que c'est une vraie drame quand je suis allé à Copenhague, que j'ai vu les dessinateurs danois, c'était un vrai drame, parce qu'ils étaient tous gardés par des gardes du corps avec des fusils mitrailleurs, des voitures blindées de 20 tonnes, enfin, un drame. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une sorte de World Trade Center contre la liberté d'expression. Et c'est là que j'ai prévenu mes copains de toute l'Europe en disant « Il s'est passé quelque chose à Copenhague, ça va être chaud ». Et donc on a réuni tous ces dessinateurs du monde entier. On a créé Cartooning for Peace, et j'en profite pour dire que Marie-Eusée était à l'époque la porte-parole de Kofi Annan, et on a créé et la fondation à Genève et l'association à Paris. Et Kofi Annan, je me souviens, il m'a rattrapé par la manche avec tous les dessinateurs du monde entier, comme ça, des chrétiens, des juifs, des musulmans, et des agnostiques et des athées. Il y a même un... Lui, il est quoi ? Il est... Non, pas Pof. Le japonais, il est... ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on a effectivement aussi un malgache qui est à la fois dessinateur de Cartooning for Peace. Il travaille à Madagascar et à l'île Maurice, et il est aussi prêtre. On a un prêtre chez nous, prêtre avec une petite gourde d'huile. Il met un peu d'huile quand les gens sont malades, il met un peu d'huile sur le front, et il paraît qu'ils vont mieux. Voilà. Bon, donc c'est très ouvert. Cartooning for Peace, voilà. C'est ça que je vous dis, c'est que c'est immensément ouvert. Et ce moment-là, là. Ouais. Donc, ce moment à la fois, ce moment et puis cette période, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise comme, est-ce que c'est un tournant? C'est quoi la nature des débats sur la nature du dessinateur et de son statut? Mais comme si je pouvais savoir. Quand je vois Arafat, comme si je comprenais la chose. Quand je vais voir Shimon Peres, alors là j'étais plus demandeur, parce que c'est moi qui ai demandé à Mitterrand si je pouvais l'accompagner dans un voyage officiel. Et grâce à lui, j'ai rencontré Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Et là, je me disais, il fallait que je fasse la boucle. Mais à la fois, je suis le gars qui saisit les mains qui me sont tendues, et à la fois qui ne comprend pas très bien le film.
toute ma vie, c'est ça. Je continue à vibrer et à être passionné. Quand on crée Cartooning for Peace, je crois comprendre que c'est dans l'air et que ça répond à une attente. Et je me rends compte avec le temps que c'est la vraie bonne réponse. Mais je le dis avec beaucoup d'assurance 10 ans après. Au moment où on l'a fait, je me suis dit, ouais, c'est intéressant de mélanger tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, je me dis, mais c'est d'une grande évidence. Et je remercie Kofi Annan, qui a tout pigé, et c'est grâce à lui que j'ai compris l'importance, et c'est lui qui m'a ramené par la manche, parce qu'il m'a dit, t'as pas compris, il faut que tu crées une fondation, il faut que tu crées une association, il faut que tu réunisses tout le monde, et régulièrement. Et t'as pas compris que ta vie va changer. Et je dis, c'est sympa, mais je pensais qu'il était... Et je lui ai présenté Cabu à ce moment-là. Et j'ai continué à rencontrer des dessinateurs du Nouvel Observateur, de Charlie Hebdo avec Jules, et on a essayé de faire des conversations avec tous ces copains dessinateurs pour dire, bon, il s'est passé quelque chose avec les dessinateurs danois. On en est encore à l'époque des dessinateurs danois. On n'en est pas encore au drame. Et là, je suis avec Luz et avec Charb, et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Eux me racontent les fatwas, ils ont aussi des fatwas. Je ne rencontre que des dessinateurs qui ont des fatwas. Et puis après, et puis là, on est avec... il y a même, je ne sais pas pourquoi, il a enlevé son pantalon, Wolinski, mais bon, c'est l'ambiance Charlie Hebdo, voilà. Bon. Me demandez pas pourquoi il a enlevé son pantalon. Bon, enfin bon. Et donc, on a essayé et puis, il y a eu le procès contre Charlie Hebdo. Et moi... je trouvais que juridiquement, bien entendu, que les gens qui faisaient un procès contre Charlie Hebdo, bien entendu, il fallait qu'ils perdent. Parce que juridiquement, on ne peut pas dire à un dessinateur, voilà ce que tu ne dois pas dessiner dans telle religion, bien entendu. Mais à la fois, du fait que, grâce à tous mes copains de tout le Maghreb et du Proche-Orient, moi j'entendais beaucoup de choses de ce que me disait le monde musulman, le monde juif, le monde chrétien, le monde orthodoxe. Et moi, c'est pour ça que la création de Cartooning for Peace a un sens incroyable encore aujourd'hui. Alors, si vous avez, toujours sur en restant sur cette période-là, on va parler après de l'action de Cartooning for Peace, on va parler après de Charlie, de la suite et du dessin de presse dans tous ses états. Mais sur cette période-là, sur cette fondation, sur la période des caricatures, sur le dessin et plantu dans le monde, si vous avez déjà une première salve de questions, c'est les premières qui sont les plus difficiles. Tout ce qui est spontané, moi je travaille dans la spontanéité. Voilà. Je vous montrerai le dessin que j'ai fait en brouillon ce matin, qui est vraiment de la spontanéité. Bon, j'ai peut-être eu tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je fais est très spontané. Et je travaille sur un fil, je fais un boulot de funambule. Donc posez des questions spontanées, vraiment, lâchez-vous, faites comme vous le... Et pour vous dire à quel point, quand j'ai vu Arafat la première fois, pour moi, c'était Gainsbourg avec une serviette de je sais pas quoi. Et ça m'a lavé la tête, parce que je me suis dit, tiens, ouais, Gainsbourg, c'est sympa. Et donc, les questions me sont venues très spontanées. Et bon, il m'a dit bonjour, Mr. Plantout, comme ça. Bon. Et il y avait une ambiance, j'entendais des bruits de Kalachnikov, c'est pour vous dire que... Il y a un moment, il m'a engueulé, il était furieux après moi, il a boudé, il m'a insulté. Après, il a boudé. Après, on m'a dit, il vous appelle dans la cuisine. Je dis, ouais, d'accord. Et puis après, il me dit, on va reprendre, mais mangez d'abord une orange. Ouais. Alors, il m'a épluché une orange, et puis là, il m'a donné les quartiers d'orange à manger. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il me fait là ? Là, il est 5h du matin, vous voyez, c'est pas bon. Enfin, dans les films, en général, ça termine là. Le générique après. Et puis, bon, voilà, j'ai mangé, mais ça a fait gloups, comme ça. Et puis après, on a recommencé la conversation. Donc... Et donc, je me suis rendu compte que j'étais comme si j'étais Tintin au pays des Kalachnikov. Et à ce moment-là, je dis, ah, mais moi, ça me parle. Et donc, tout est spontané. Et donc, tout... Allez, bravo pour la première question. Bonsoir. Je m'appelle Laurent et je suis vraiment intéressé par vos propos. C'est toujours intéressant d'avoir un artiste en face de soi qui parle de comment il réalise les choses et de pouvoir lui poser une vraie question. Quand on voit vos réalisations, je me pose la question si vous cherchez à parler à une conscience de la personne ou à son intelligence. Paf. Ah.
suis sûr que la question est géniale. J'ai envie de parler aux lecteurs avec... Alors ça c'est important, du coup ça m'a amené à dire un truc que je n'avais pas prévu de dire. Je crois qu'il faut aimer ses lecteurs. À partir du moment où on aime... D'abord il faut aimer son journal, déjà. Je le dis souvent à des petits jeunes, je vois Mikaya qui est un dessinateur franco-tunisien. Quand je vois des jeunes, je leur dis d'abord il faut que tu aimes ton journal. Si tu n'aimes pas ton journal, ça ne va pas. Et puis il faut aimer les lecteurs. Et à partir de là, je crois que les lecteurs, ils finissent par comprendre que je les aime beaucoup, que je ne les connais pas évidemment, mais j'en connais quelques-uns. Et ils savent que même quand ils n'aiment pas tel ou tel de mes dessins, voilà, c'est que j'ai envie de leur parler parce que je les aime beaucoup. Après, ils en font ce qu'ils veulent de mes dessins. Alors, est-ce que ça se loge dans leur conscience ou dans leur intelligence? Moi, je joue beaucoup avec mon propre inconscient et que je balance dans mes dessins, et je sais que je joue avec l'inconscient du lecteur. Après, il fait ce qu'il veut. Ça correspond à la question? Oui, c'est tout à fait. Voilà, j'ai presque... Parce qu'on me dit souvent que je ne réponds pas aux questions, mais là, apparemment, j'ai répondu à la question. C'est ce qu'on dit parfois aux responsables politiques aussi. Ouais. Je me tourne, une fois, deux fois. Allez. Ouais. Moi, je m'appelle Marie, voilà, puisqu'on va laisser nos prénoms. Comment faites-vous pour que chaque fois vos dessins soient l'équivalent d'un éditorial? Alors, merci. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça a la couleur de l'éditorial. C'est comme le Canada Dry. C'est à la saveur de l'éditorial. Ça a le parfum de l'éditorial. Mais c'est pas un vrai éditorial. Et ça me fait plaisir. Parce que je suis un peu, je sais pas, vaniteux, je sais pas quoi. Je me dis, tiens, si elle pense que c'est un éditorial, tant mieux. Mais c'est un peu une escroquerie, parce que ça ressemble. Mais après, tout ce que je fais est exagéré. Quand vous regardez l'éditorial, et là, j'étais à la conférence de rédaction hier, je trouve que c'est passionnant, parce que dans l'éditorial, le gars qui va faire le papier de l'éditorial du Monde, eh ben, il y a plusieurs entrées qui sont quand même assez nuancées. Moi, c'est pas nuancé. Hein, alors, c'est un éditorial qui secoue, qui peut faire sourire, qui peut énerver, mais en tout cas, je participe au débat. Je pense que le dessin, s'il est bien réussi, ce qui n'est pas toujours le cas, eh ben, il doit donner envie voilà. Moi, j'aime beaucoup ce dessin de Kroll avec le Romain là, qui est en train de... Il a mis Jésus-Christ comme ça, et puis il dit, est-ce qu'il est droit? Comme si c'était une question primordiale. Voilà, avoir du respect avec toutes les religions, est-ce qu'il est droit? Bon, il est quand même sur une croix. Et apparemment, il souffre. Et donc, voilà, j'aime bien que chacun puisse voguer sur les propositions qu'il a à faire à partir d'une image qui arrive devant lui. Je prolonge cette question sur comment ça se passe. Une de vos caractéristiques, c'est qu'il y a un certain nombre de dessins qui sont des dessins sur un événement d'actualité. Et très souvent, vous faites chanter plusieurs événements ou deux événements que vous mettez en écho. Et donc, ma question, c'est comment ça se passe, ça, et quel est votre rapport, vous, à l'actualité? Je suis passionné. Quand j'étais adolescent, j'achetais Le Monde, 18 ans. Hein. Mais après, j'étais complètement... j'aimais beaucoup Charlie Hebdo. J'adorais le côté... très dérangeant des dessins de Charlie Hebdo, de Reiser, de Wolinski, de Cabu. J'ai jamais vu un dessinateur aussi doué que Cabu, voilà. Et c'est grâce à... Et puis je me souviens que même au Galeries Lafayette, quand je vendais des meubles, pour gagner ma vie, la nuit, je faisais des dessins que j'amenais au journal Le Monde, parce que c'était mon journal préféré. Et donc, voilà. Et c'est comme ça. Et j'ai toujours, moi qui aime... J'adore les jeux de mots, j'aime les jeux de signes. Et par exemple, cette idée-là m'est venue parce que hier à la rédaction en chef, je vous le dis, parce que j'ai jamais vu la rédaction en chef comme ça aussi. J'ai un des éditorialistes qui a dit bon, moi j'ai envie de faire, là ça va pas du tout avec Trump, j'ai envie de faire un éditorial sur Trump. Et il y a le directeur de la rédaction qui dit mais t'es gentil, mais ça fait déjà 3 éditoriaux que tu fais sur Trump cette semaine, tu vas te calmer un peu. Et il dit oui, mais c'est encore plus grave que ce que j'ai encore écrit il y a 2 jours.
Et du coup, et alors, il délire un peu sur, malheureusement à juste titre, sur le Bannon, qui est et puis il y a plusieurs responsables de la Maison-Blanche qui sont... Alors, il y en a qui sont créationnistes, ahurissants, et puis il y en a qui sont du Ku Klux Klan, et puis moi qui pense en image, je me dis qu'un Ku Klux Klan, oh, c'est facile à dessiner. Je pense toujours à De Funès dans La Folie des Grandeurs, mais ça c'est autre chose, avec le chapeau pointu. Et ça, je l'évacue, mais ça c'est plus fort que moi. Et puis je me dis, tiens, à la Maison Blanche, les piliers, je vais les faire comme ça. Voilà. Et puis c'est finalement ce dessin comme ça que j'ai fait. Alors un dessin que j'ai fait, je me dis ça en m'excusant. Alors ça c'est la semaine dernière que j'ai fait ça. Ça c'est plutôt, ça c'est gentil, c'est bien, voilà. Un dessin qui n'est pas passé ce matin, c'est parce que y a Nicolas Hulot qui m'a téléphoné hier. Il m'a dit, tu sais, il y a une phrase qui est géniale de Norman Thomas. Alors, ne me demandez pas qui est Norman Thomas. Et maintenant, je le sais, je vais faire mon crâneur. C'est un gars qui s'est présenté, il est né en 1884, je ne sais pas quoi, et il s'est présenté à la présidentielle américaine, j'imagine, au début du XXe siècle. Et donc, il a dit, si vous voulez accomplir un geste symbolique, ne brûlez pas le drapeau, lavez-le. Et du coup, je me suis dit, on pourrait faire la Statue de Liberté qui lave le drapeau. Et puis, emporté par l'élan, j'ai fait ça. Et mon rédacteur en chef m'a dit, mais t'es pas bien, là, ça va pas. Et voilà, ça c'est l'ambiance. Ils sont vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et à l'Express et au Monde, j'ai des rédacteurs en chef qui me laissent en gros faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'était le premier des deux? Ou vous avez d'abord fait l'autre? Oui. Toujours, parce que c'est une horreur. Mais voilà, il faut toujours faire des dessins. Voilà. Et puis le dessin finalement imprimé, c'est celui-là. Alors maintenant que c'est parti... Et c'est vraiment un boulot de funambule. Hein. C'est tous les matins, quand le réveil sonne, à 6h, je dois le rendre à 10h15. Très franchement, et j'habite au 4e. Et j'ai 10 bonnes raisons de me foutre par la fenêtre jusqu'à 10h15. Et je suis au 4e. Avant, j'étais au rez-de-chaussée, c'était plus... Mais là, au 4e, c'est dangereux. Et c'est pour vous dire à quel point je pense que je suis le gros nul de la journée. Et à 10h15, je me dis, peut-être que ça va. Et puis des fois, après, je vois le journal imprimé, je le vois, je dis, je le sens pas. Et bon, après, je le regarde avec mon dessin, voilà, mon dessin imprimé. Et puis des fois, je me dis, c'était pas voilà. Celui-là, je crois qu'il tient la route. Le dessin, il est toujours fait le matin pour le journal. Oui. Ah ouais. Pierre Bérégovoy s'est suicidé un samedi à 16h. Eh ben, il y a une manière de sentir et de raconter ce qu'on a à dire en dessin au moment du drame, à 17h par exemple, et j'ai fait mon dessin que le lundi pour le journal, et je ne l'ai fait que le matin, parce que il y a une manière il s'est passé entre 16h le samedi et le matin au journal, il y a 1000 manières de sentir, et il faut vibrer en même temps que, justement, quand je vous dis qu'il faut aimer les lecteurs, il faut vibrer en même temps qu'eux. Et est-ce qu'avec maintenant quelques années d'expérience, cette angoisse quand même d'arriver le matin au journal sans dessin et puis d'avoir un dessin à la une du Monde, est-ce que on se dit qu'on va y arriver ou est-ce que à chaque fois on se demande si on va y arriver? Ça, c'est mon premier dessin en 72 que j'avais fait à l'époque de la guerre du Vietnam. Avant, quand je butais contre un rédacteur en chef au Monde, il ne savait même pas qu'il avait buté contre un jeune. Et j'avais l'impression d'être une plante verte. Donc j'ai été une plante verte très longtemps. Et maintenant, je suis moins une plante verte. Mais je me rends compte que maintenant j'ai une autre trouille c'est le fait de dire, est-ce que je vais décevoir des gens qui m'ont aimé dans les années 80, 90, voilà. Et ça, c'est une autre, c'est quelque chose qui me complique la vie, voilà. C'est bien, c'est réconfortant. Donc, même quand on est plantu, on a toujours la trouille. La trouille peut changer de nature, mais on a toujours la trouille. C'est une trouille qui change de casquette. Ouais. Et là, j'ai mal au ventre. Tout va bien se passer, là. Non, c'est toujours impressionnant. Alors, à gauche, un peu, parce qu'on était à droite. Ah, encore un, allez. Merci. Bonjour. Quand je t'écoute, je me permets de te tutoyer, vu que on sent l'homme passionné, en fait.
Voilà. Et quand on est passionné, parfois, on peut faire des choses qui vont au-delà de la raison, ou ainsi de suite. Voilà. Et comment tu fais pour gérer tes cas de conscience? Est-ce que tu t'es déjà dit, là, je vais trop loin? Voilà. Et justement, comment tu fais pour les gérer? Parce que, justement, tu es là pour titiller les consciences, pour réveiller, je pense. À partir du moment où tu te limites, tu te dis, est-ce que je ne vais pas me limiter demain ou après-demain, finalement? Voilà. Et donc, ma question, c'est comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que finalement, tu te dis, allez, on y va, on verra bien? Ou est-ce que vraiment, il y a... Comme tu dis, tu es spontané, en fait. Mais voilà, enfin, comment tu fais pour gérer ces cas de conscience? Heureusement que je ne me pose pas la question le matin, je vais titiller les consciences, parce que sinon, là, le 4e étage, j'y vais là tout de suite. On est au-delà de la trouille, là. Mais donc j'ai plusieurs, ça se voit pas, mais j'ai plusieurs têtes quand vous me voyez. Et en fait, il y a la tête du gars qui écoute la radio, qui a lu le journal, qui regarde la télé le matin et qui envoie sa tartine de confiture quand je vois tel ou tel à la télé. Donc après, je nettoie. Mais je suis pas beau à voir. Et au moins, je suis comme vous, quand vous écoutez, quand vous vibrez sur la vie politique. Vous aimez, vous êtes passionné. Il y a un moment, ben voilà, il faut que j'écoute le gars qui est un peu déjanté et qui balance ses tartines de confiture. Et à la fois, tout ça se traduit par une réflexion. Et il y a un moment, voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter. Voilà. Et quand je sais ce que je veux raconter, après j'en fais des dessins, j'en fais des brouillons qui sont montrables ou pas montrables. Je pourrais vous montrer des dessins sur, par exemple, sur Strauss-Kahn. Par exemple, je peux vous montrer... Parce qu'on en parlait. Ben oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut montrer sur Strauss-Kahn ou pas? Alors, où il est, mon Strauss-Kahn? Il est à côté des préservatifs. C'est moi qui ai cherché, là. Voilà. Je pense que ça doit être là-dedans. Je ne sais pas. Ça, je vous le dis en passant, on travaille beaucoup avec des dessinateurs turcs en ce moment. Et ça, c'est un dessinateur qui s'appelle Simi Poroy et qui raconte comment, en ce moment, un dessinateur qui s'appelle Musakart, il est en tôle, il est en prison depuis que Erdogan a mis en prison des milliers de personnes. Donc ça fait partie du boulot. Et je vais vous montrer des dessins, ce que je peux faire sur Strauss-Kahn. Par exemple, ça c'est un dessin qui ne m'a pas posé aucun problème sur Strauss-Kahn. Il est avec Nafissatou Diallo. Voilà. Son aspirateur, je l'ai transformé. Alors, ce n'est pas des jeux de mots que je fais, mais c'est des jeux de signes. C'est un peu pareil. L'aspirateur est transformé en caméra. Donc, c'est un fait médiatique mondial. On peut y voir un préservatif. Alors que j'ai appris depuis, en fait, ils n'en utilisaient pas. C'est intéressant. Ça. Prenez des notes, hein, parce que c'est important. Et puis, ça, c'est le dessin imprimé. Alors, je réponds mieux à votre question. Ça, c'est bon. Voici le dessin que, évidemment, le rédacteur en chef m'a dit, mais t'es con, quoi. On va pas... Le talon d'Achille... Voilà. Voilà. Et évidemment, c'est le lecteur du monde. Je veux dire, il faut aussi se mettre... Non, c'est censuré. Donc, il faut savoir jusqu'où on peut aller avec le lectorat. Hein, c'est-à-dire, et puis, il y a cet autre dessin. Il a scié la branche sur laquelle il était. Et le rédacteur en chef, je me souviens, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as ce matin Et donc, évidemment, ça, pour le monde... Et puis, je vois pas tellement l'intérêt, parce que ça va heurter les gens. Ils vont être... Vous savez, j'utilise souvent le... Il y a un moment, quand on... c'est comme un dessin, c'est comme une... C'est comme un projecteur. Quand vous regardez un projecteur, on a besoin d'un projecteur, on a besoin d'une lumière. Mais quand vous regardez un projecteur dans les yeux, on est ébloui. Et il y a un moment, il y a des dessins qui sont tellement forts ou dérangeants que ça éblouit le lecteur. Et moi, je ne vois pas l'intérêt d'éblouir le lecteur. Et donc, il y a un moment, il faut savoir jusqu'où aller. Je me souviens que quand je travaillais à Charlie Hebdo il y a longtemps, et c'était une conversation qu'on avait avec Cabu, j'avais le droit de faire des dessins, ce que j'ai fait d'ailleurs pour valoriser l'école publique, mais quand je voulais faire un dessin qui valorisait l'école privée, parce que j'y crois beaucoup aussi, et qui a vu, il me disait, bon ça, tu vas faire ça ailleurs. Et donc, ça faisait partie des... Et moi, personne au monde, je vous le dis en passant, ne m'a jamais dit, ça, tu vas le faire ailleurs. Et ça, c'est pour vous dire à quel point, même si, évidemment,
Strauss-Kahn, vous verriez la tête de Anne Sinclair, je ne vous en parlais pas, mais enfin bon, une fois je me suis retrouvé à un dîner avec Anne Sinclair, et tout le monde rigolait sur mes petits dessins, je faisais des petits dessins en direct, comme ça, hein, et elle était là à côté de moi, et elle rigolait, puis après elle s'est souvenue de tous les dessins que j'ai faits sur Dominique Strauss-Kahn, et je me suis rendu compte de l'horreur qu'elle a, elle me l'a dit d'ailleurs, elle a vécu une horreur en voyant aussi mes dessins. Elle me dit, mais pourquoi vous l'avez fait tout vert? Ben, je dis, je le vois tout vert, moi. Voilà. Mais elle me dit, il n'est pas tout vert, vous savez. Bon, je dis, voilà. Et moi, à la fois, c'est pour ça que ça m'arrive de rencontrer les gens que j'ai dessinés, mais très franchement, des fois, je me dis, voilà, où je mets les pieds, là, vous voyez. Voilà. Alors, si on essaye de reprendre le fil, juste pour essayer d'avancer un tout petit peu, je vois que c'est bien, ça commence à... Je crois qu'elle a une question. Bien, allez, une question. Allez-y. Allons-y. Je voulais savoir la petite souris, c'est quoi? C'est la conscience, c'est la bulle de légèreté, c'est pour apaiser, c'est quoi? La souris. C'est tout ce que vous avez dit. Et j'en apprends tous les jours sur cette souris. C'est une... vraiment, je vais faire très court parce que sinon, on va pas... Oui, alors des fois, je l'oublie. L'autre jour, il y a un lecteur qui m'a écrit « Vous l'aviez oublié ?» Je dis « Attends, qu'est-ce qu'il raconte ?» et il avait raison, je l'avais oublié. Bon, voilà. Et j'avais dû le faire encore parce que je dois l'envoyer à 10h15. Et des fois, je l'envoie à 10h23, ce qui est un drame. Et j'ai dû le faire comme ça. Bon. Alors, la petite souris, bon, elle est sympa à dessiner. Et elle date exactement de 20 ans. Il y a 20 ans, il y a une rédactrice en chef qui a été embauchée au journal et qui a viré dès ses premiers 15 jours. Je trouve que ce n'est pas un bon départ. Elle a viré 2 dessinateurs du journal Le Monde. Et donc, j'ai écrit du courrier. J'avais oublié que j'étais dessinateur, pour vous dire, j'ai plusieurs têtes. Et j'avais oublié ma tête de dessinateur. Et donc, j'ai écrit des tas de courriers. « Chère madame, je ne suis pas d'accord avec vos méthodes. » Voilà, j'ai écrit. Elle n'a jamais répondu. Et à la fin, pour alléger mon courrier qui était un peu hard, j'ai dessiné des petites souris. Et puis, à l'époque, c'était Chirac qui était... Et donc, j'ai dessiné des petites souris qui étaient de plus en plus agressives et je les casais dans mes dessins. Donc, je faisais les dents comme ça, et je faisais le corps comme ça, je faisais les épaules comme ça, vous voyez. Et donc... on sentait qu'elle n'était pas contente. Et moi, je me souviens que mon directeur de la rédaction m'a dit « Mais c'est quoi tes petites souris ?» Je dis « L'autre conne, elle a qu'à me répondre. » Voilà. Et je me suis rendu compte que ce mot vulgaire, et je m'en excuse que je dis, en fait, il est très bien raconté dans le dessin. Et je me suis rappelé que Toinette, dans le Bourgeois gentilhomme, les apartés de Toinette, c'est un peu les apartés que je fais avec la petite souris. Alors, si on avance. Pour revenir quand même sur un des sujets et sur une des activités qui a changé la vie de Plantu, qui est Cartooning for Peace, comme l'avait dit Kofi Annan. Peut-être à la fois revenir sur ce que sont ces missions, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, et peut-être de manière un peu plus précise, puisque une des missions, c'est une action pédagogique, comment on parle à des enfants, à des adolescents. Voilà, ça se passe comment on leur parle et comment on leur parle notamment de la liberté d'expression. Justement, tout à l'heure je vous ai montré ce dessin-là et je vous assure qu'à l'époque, je l'ai fait il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, et il n'y a pas eu l'ombre d'un problème quand j'ai fait ce dessin-là. Et j'étais avec des adolescentes, j'ai fait une exposition à la bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte, et je ne me suis pas rendu compte que ce dessin-là pouvait poser un problème. Il y a des petites jeunes qui étaient là, toutes voilées, évidemment, on est à Alexandrie, et ce dessin, il disait quelque chose. Moi, je faisais un truc sur le choc des cultures. En plus, j'avais trouvé l'idée en me baladant dans la rue, en regardant les... Voilà, c'est venu comme ça. En 2 secondes. Il y a des fois, je rame pour trouver une idée. Celle-là, je l'ai trouvée en 2 secondes. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, je vais faire un truc. J'imaginais même le dessin animé qu'on pouvait faire. Voilà. Et puis, en fait, quand j'ai fait en Égypte, ils ont mis le dessin à la une du journal. Et il y a des petites jeunes qui m'ont dit, mais pourquoi vous croyez qu'il y a une différence entre elle et nous
Et je dis, l'Occident, vous êtes l'Orient, et vous croyez, elle me disait que et vous croyez que j'ai pas un string, moi, en dessous, mon voile? Et tous les copains ils disaient, ouais, on sait qu'elle a un string, tout ça. Et je me rendais compte qu'à quel point le dessin, d'ailleurs, fait dire beaucoup de choses, et puis à la fois, elle me disait un truc qui était très super. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, mais vous croyez que c'est mes grands frères ou mon père qui m'obligent à mettre un voile? Moi, j'ai voulu le mettre le voile. Mais vous croyez que la fille qui met un string en Occident, qui va dans les boîtes à Paris, vous ne pensez pas qu'il y a un autre dieu qui lui impose, un dieu marketing, qui lui impose de prendre telle marque, Dolce Gabbana ou je ne sais pas quoi? Et je me suis dit, c'est bien, parce que ce n'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé en faisant mon dessin, mais je trouvais que c'était pertinent. Et autre chose que j'ai apprise à ce moment-là, c'est que le gars qui a fait ça à la une, il a été menacé, on est en 2005, et il a été menacé de mort. C'est avant les fatwas des dessinateurs danois. Et il a été menacé de mort, et je vous dis, attends, menacé de mort pour mon dessin. Et c'est là que la planète a basculé. C'est là où l'affaire des Danois ensuite, les 50 morts au Pakistan, c'est là où on s'est rendu compte que là c'est à Peshawar, là on est en 2005, et là je devais en plus aller en février 2015 à Peshawar, donc ça a été annulé malheureusement, alors que j'avais envie de dire à nos amis musulmans, jamais les dessinateurs danois, jamais les dessinateurs de Charlie Hebdo ne se sont levés le matin en voulant humilier tel ou tel, jamais. Et c'est ce qu'on dit dans les écoles. Parce que, encore l'autre jour, on était à la Courneuve avec Chloé, qui s'occupe de la partie pédagogique de Cartooning for Peace, et c'est là où on se rend compte du boulot immense qu'on a à faire. Et à la fois, il faut toujours avoir en tête de ce qui se passe sur la planète. Quand j'étais en Russie, on était avec l'équipe Cartooning, on a fait une expo en Russie. Bon, il faut aussi savoir, et je ne le savais pas, on me l'a appris, on m'a montré la photo, il y a eu à Grozny, en Tchétchénie, le jour ou le lendemain du drame, la tragédie du 7 janvier, il y a eu entre 100 000 et 300 000 personnes en Tchétchénie pour dire c'est bien fait, qui meurt. C'est ahurissant. Et il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que maintenant, le côté... moi, je fais mon petit dessin dans une arrière-salle de Saint-Germain-des-Prés pour me faire plaisir, où on est là Là, on est filmé. Là, il y a une caméra. Il y a peut-être des gens où, l'autre jour en école, il y en avait qui filmaient avec leur... C'est fini le petit entre-soi. C'est fini. C'est mort. Donc, on n'est plus l'entre-soi. C'est fini. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours avoir en tête qu'on est peut-être connecté. Là, je vais à Beyrouth dans quelques jours. On est peut-être connecté sur toute la planète, avec des gens qui vont comprendre, pas comprendre, qui vont comprendre des dessins, qui vont mal comprendre des dessins, qui vont manipuler des dessins. Donc ça veut dire qu'il faut retourner à l'école. Et quand on va, l'autre jour, comme en Seine-Saint-Denis, comme on est allé dans un truc formidable créé par Édith Cresson qui s'appelle l'école de la deuxième chance, il y a un boulot considérable à faire. Je vous montrerai tout à l'heure des dessins sur les mutilations sexuelles. Je peux avoir des petites jeunes de 18 ans qui me disent alors c'est quoi le problème? Je dis c'est quoi le problème? C'est quand même des petites filles ou des petites jeunes filles qui sont mutilées. Et alors c'est quoi le problème? Je dis mais attends, alors, on n'est pas au Soudan. Moi c'est un gars que j'ai rencontré au Soudan, à Khartoum, qui fait ces dessins-là. Mais pour elle, elle dit, elle voit pas où est le problème. Et alors on fait comment? Et donc, bonjour l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut. C'est pour ça qu'on a touché déjà l'année dernière, on a touché entre 200 000 et 300 000 jeunes en France. Mais le boulot, il est par rapport au tsunami d'islamophobie, d'antisémitisme et d'intolérance. Nous, on a touché des jeunes, vous voyez les expos qui se baladent comme ça, oui, on n'arrête pas. Et Mikaya avec nous, et les autres dessinateurs de Cartooning for Peace, ils sont avec nous, et on débrouille. Alors évidemment, quand je vous dis que je rame des fois à la Courneuve, ça se termine toujours bien. Mais quand je suis avec Willis from Tunis, de Tunisie, évidemment, c'est réglé en 2 secondes. Moi, je rame, je suis le petit blanc, vous voyez, dans l'histoire. Et donc, je rame.
Mais ça y est, on l'emporte. Et on peut, et on a les clés pour régler tout ça. Et c'est pour ça que j'enrage de voir notre démocratie basculer. Je vois le tsunami où je m'aperçois qu'on est prêt en rien, mais à la fois, il faut faire comme si on était capable de changer tout ça. Et on a les clés, mais on n'a pas les moyens. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait que, avec les réseaux sociaux notamment, l'entre-soi est terminé et qu'un dessin circule et est interprété, réinterprété, décontextualisé. Est-ce que ça change la manière, pas seulement dont vous leur parlez, mais la manière dont vous dessinez? Ou est-ce que ça ne doit pas changer, ça? Alors, je suis immensément sincère, non. Ça n'a rien changé parce que, par exemple, je vous montrerai un dessin que j'ai fait sur les salafistes. Alors évidemment, je sais que ça ne plaît pas, voilà, mais je ne change rien de ce que j'ai à dire sur les salafistes. Quand il y a un connard qui dit à Brest, un imam, qui dit « si vous faites de la musique et des chansons, vous allez être transformé en cochon », ah, je me le fais celui-là, vous voyez. Donc, voilà, bon, alors je me le fais. Bon, Et alors, vous voyez, par exemple, un autre aspect, le côté résistant. Ça, c'est une fille égyptienne. Elle a fait ça au moment du drame. Alors, elle ne dit pas qu'elle va dessiner Mahomet, la fille, mais le fait de s'apitoyer sur la douleur de ce qu'on a vécu en France, en Égypte, ça a de la gueule. Parce que moi, je me souviens que j'étais en Égypte, justement, parce que je suis allé à une époque très souvent. Et j'étais là au moment où il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, mais tous mes copains dessinateurs égyptiens étaient complètement ulcérés et ont fait une pétition contre les dessinateurs danois. Donc, on vient de loin, et on continue à ne pas être prêt. C'est-à-dire que toute cette éducation qu'on a à faire, et je vois la campagne présidentielle, et je dis pas que je me fiche de celui qui va être élu, mais je sais que celui qui va être élu n'a pas encore posé les problèmes qui font qu'aujourd'hui notre démocratie est en train de basculer. Je reviens sur la question à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est pas bien. C'est quoi les missions de Cartooning for Peace? Vous faites quoi? Eh ben, tout le monde ne le sait pas nécessairement. Eh ben, on fait ça. On réunit des juifs, des musulmans. Là, il y a Nidal qui est tunisien. Il y a Ezel Rosenthal que nous avons rencontré, un Turc qui est juif. Et donc, je me souviens, on était à Marseille. Je crois que c'était à Marseille. Et quand je dis des petits jeunes, alors lui, il est tunisien, il est musulman. Ouais, ça va. Hein. Alors lui, il est juif de Turquie. Ça coince. Et je vous assure, il y a des fois, j'ai des petits jeunes qui me disent « Oui, mais vous travaillez dans les médias, mais c'est pas trop dur avec le lobby juif, comment vous arrivez à vous en sortir ?» Et je dis « Dis-moi, vas-y jusqu'au bout de ta pensée. » Ils commandent tout, les juifs. Et donc, il y a ça aussi. Et donc, il faut aller dans ces écoles pour l'entendre. Parce que moi, je préfère entendre des grosses bêtises comme ça que d'entendre des balles sifflées. Et donc, il faut absolument aller dans les écoles et ne pas cesser d'organiser des rencontres avec des dessinateurs du monde entier. Et puis, quand il y a un drame en Belgique, il faut comprendre que le dessin, il est un outil pour dire les choses, pour calmer les choses. Ça, c'est un dessin qui ne va pas mettre de l'huile sur le feu, mais qui est un dessin qui comprend la douleur de nos amis belges quand ils sont dans la douleur. Et à la fois, et je me suis rendu compte que, vous voyez que je dessine avec mon doigt, mais en fait, c'est un dessin qui n'est pas du tout mon style. Mais j'ai écouté ma douleur, j'ai écouté la douleur des gens, et j'ai écouté mon émotion. Et j'ai fait un dessin qui a été reproduit. Il y a même le pape qui l'a retweeté. Je ne savais pas qu'un pape pouvait tweeter. Et donc, il a une vie où même les Russes l'ont retransformé. Et je trouve ça très bien. C'est pas mon dessin, mais c'est mon dessin quand même. Et puis, il y en a d'autres, il y a des Corses qui ont fait ça. Voilà, bon. Chacun l'a approprié. Voilà. Et donc, alors celui-là, et donc, c'est pas mon dessin, mais je trouve ça formidable et du coup, c'est une pédagogie qu'on fait quand on va dans les écoles avec Cartooning for Peace, mais à la fin, c'est une pédagogie pour moi, parce que j'apprends sur mon boulot de dessinateur. Et il y a 1000 manières. Alors évidemment, le dessin, il sert et puis aussi, les gens les réutilisent comme ça. Mais à la fois,
et puis on mélange des dessinateurs. Kishka, il est israélien. Khalil Abou Rafeh, il est palestinien. Et on fait ça tous les jours. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment, avec quels moyens, on pourrait faire venir pendant une semaine un Israélien et un Palestinien, plus une Tunisienne, dans au moins 10 lycées pendant une semaine de la Seine-Saint-Denis. Mais ils sont débordés eux-mêmes. Donc il faut l'organiser, il faut un budget, il faut les billets, il faut l'hôtel. Donc c'est là où on s'aperçoit, et puis en fait, on s'aperçoit que on y rencontre des dessinateurs, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, qui construisent la paix du Proche-Orient dedans 30 ans. Donc ça va marcher. Alors évidemment, quand je suis à Hamas et que je vois cette fille qui dessine et qui s'appelle Omaya, elle n'est pas chaude pour le moment. Mais ça va venir. Ses 2 maris, successivement, ont été tués par les Israéliens. Donc elle est un peu remontée. Et donc, mais à la fois, elle ne fait pas partie de Cartooning for Peace parce qu'elle me dit, mais chez vous, il y a des Israéliens. Et je dis, bah oui, il y a des Israéliens. Et donc, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Et donc, quelqu'un du Hamas, oui, viens discuter avec nous. Bienvenue. Après, ils font ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que sur Cartooning for Peace, vous avez, et sur son action, sur ses effets, le cas échéant, sur l'action dans les écoles, dans les lycées, est-ce que vous avez des questions? Je vous parlais des salafistes. Je vous parlais des salafistes. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques semaines. Alors, évidemment, qui m'a valu pas mal de soucis. Oui. Pour aller dans les établissements scolaires, vous êtes contacté par qui? Alors, qui prend l'initiative de vous appeler? Il y a plusieurs personnes à Cartooning for Peace. Il y a Chloé qui s'occupe de la partie pédagogique, mais tout le monde est à l'écoute de tous les lycées. Il y a mon assistante au journal Le Monde, Maïté. C'est le chef d'établissement, c'est un prof qui vous appelle et vous sollicite. Oh, des fois, c'est le chef de la documentation, de la documentaliste du collège. Là, quand on est allé à Annemasse, c'était un prof de dessin. Voilà, c'est vraiment... et puis après, on essaye de s'organiser. Et comme moi, parce que ce que je veux, le but de tout ça, c'est pas que moi, je fasse ça tout le temps. Parce que vous voyez bien, je ne vais pas durer longtemps. Et il faut que ce soit d'autres. Et donc, c'est toute l'équipe de Cartooning for Peace qui relaie avec d'autres dessinateurs. Et c'est formidable de pouvoir continuer ce travail-là avec plein d'autres dessinateurs dans les régions. Et ça marche beaucoup. Il y a une attente formidable. Il y a un monsieur qui a envie de poser une question. Moi aussi. Et puis après... Bonsoir, je suis Cécile d'Amnesty International et je voulais partager avec vous une anecdote pour voir justement si vous faites le rapprochement avec Cartooning for Peace. Moi, c'était pour la commémoration c'est le premier anniversaire en fait de la tuerie de Charlie dans le cadre du Festival d'Avignon avec la Fabrica et 500 jeunes lycéens. Et ce qui m'a fait peur à l'issue de ces débats, c'est que finalement pour eux, même s'ils n'ont pas employé l'expression Cartooning for Peace, j'ai ressenti que finalement si on voulait la paix, eh bien, il fallait plus heurter. Et il y avait vraiment cette espèce de litanie, sans faire de mauvais jeu de mots, qui revenait comme ça. Et je me suis dit, mais comment fait-on pour justement bien faire passer le message que lorsqu'on emploie l'expression Cartooning for Peace, on met l'accent sur l'intention. C'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de dessiner ce qu'on a envie de dessiner, mais qu'on affiche le fait que c'est pas pour heurter et que même si ça heurte, eh bien on n'en est pas complètement responsable quelque part. C'est la réception de l'autre, mais on ne doit pas en arriver à la censure. Et donc je vous dis très franchement que j'ai eu beaucoup de mal à faire passer cette limite. Et je voulais savoir si vous-même vous ressentiez ça aussi dans vos rencontres avec les jeunes. C'est le nœud. Oui. De ce qui fait la création de... Si vous avez une idée, parce qu'il y a Laure, il y a Marc, si vous avez des gens de l'équipe qui ont envie de... En fait, on se balade tout le temps sur cette ligne de crête. Voilà, Tout le temps. Et il n'est pas question de sacrifier la paix au bénéfice de la liberté et vice-versa. Et donc, c'est un chemin très étroit. Mais ces dessinateurs sont des funambules, justement. Donc, ils savent très bien marcher sur ce chemin étroit. Et... Ça va, la mais ça n'empêche pas qu'il faille ne rien lâcher. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à dire sur les salafistes, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Voilà, absolument. Bonsoir, Stéphane.
Donc je voulais vous rassurer parce que vous disiez ceux qui m'ont apprécié il y a quelques années, est-ce qu'ils m'apprécient toujours? Moi j'ai tous vos albums. Alors j'avais 8 ans je crois pour le premier, donc je m'y intéressais pas encore, mais j'ai commencé à lire Le Monde quand j'avais 16 ans et depuis je les ai tous. Dans le dernier, là, le dessin de presse dans tous ces états, vous dites lors du débat qui est retranscrit, lorsqu'on va dans les écoles, les jeunes nous disent qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Est-ce que vous pourriez préciser votre propos? Merci. Oui, mais c'est incroyable ce qu'on aura appris et qu'on continue à apprendre. L'autre jour, dans le lycée de la Courneuve, il y a une petite jeune qui était un petit peu remontée. Elle disait, oui, mais des fois, il y a des dessins, ils se croient tout permis, ils vont trop loin. Et il n'y a pas très longtemps, c'était avec d'autres du 93, il y avait des petites jeunes qui disaient, oui, alors vos dessins sur Hollande, vos dessins sur Sarko, oui, mais c'est des boulettes, c'est rien, ça. Je dis, ben bon, d'accord, peut-être, mais tu veux dire quoi? Vous parlez pas de l'essentiel. Je dis, c'est quoi l'essentiel? Elle me dit l'islam. Ah bon, d'accord. Et donc, dans ces cas-là, moi, j'ai plein de dessins sur le... Et je lui dis, d'ailleurs, mais tu sais, ceux qui sont les premières victimes du terrorisme, ce sont des musulmans. Donc, et elles ne le savent pas forcément. Et c'est là où je me rends compte qu'il faut absolument continuer à expliquer, à tendre la main, à dire, vas-y, pose ta question. Les autres, arrêtez de vous moquer de lui. Il a une question à poser. Et parce qu'ils se chambrent tous, ils se cherchent un peu. Ouais. Et puis, il faut être à l'écoute. Et puis, il faut qu'ils sachent qu'on a envie de dire réellement ce qu'on a dans le ventre, mais qu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aveugler. Nous, on a envie d'éclairer. On n'a pas envie d'aveugler. Mais à la fois, quand ils comprennent que c'est comme ça qu'on a envie d'échanger, en fait, tout est possible, vraiment. Ça répond à vos questions? Merci. On revient à droite. Non, simplement pour dire que quelques semaines avant les événements, j'avais rencontré Cabu, qui était donc invité par Philippe Bouvard. Et lorsqu'il a pris la parole pour énoncer son métier et puis ses valeurs et tout, on sentait qu'il était menacé. Il savait qu'il était menacé par ses dessins. C'est-à-dire qu'il recevait des lettres de mort chez lui et il avait conscience qu'il pouvait lui arriver quelque chose du jour au lendemain. Bien sûr. Pour moi, un dessinateur, quand même, c'est quelqu'un qui est comme un journaliste. Il est bon quand il est vivant, quand même. Hein? Pour vous, quelle est la limite? Quand on sait qu'on est menacé, qu'on fait un travail de projection, parce que ce que vous proposez dans vos journaux, c'est de l'inattendu, c'est une projection d'une idée que vous ne contrôlez pas, apparemment, et qui est perçue par les gens qui sont en face. Et justement, quand on est menacé directement, est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser, quoi? Je me souviens que j'avais rencontré Charb, qui m'avait montré la fatwa qu'il a reçue. J'avais rencontré Kurt Verstegaard à Copenhague, qui m'avait montré la fatwa qu'il avait reçue. Charb a été assassiné. Kurt Verstegaard n'a pas... Et 3 fois, ils ont essayé de le tuer. J'ai visité sa salle de bain, qui a été transformée en bunker. C'est-à-dire que 3 fois, la dernière fois, c'était à la hache qu'ils ont essayé de le tuer. Ils sont enfermés dans sa salle de bain bunker, donc il n'a pas été tué. Mais donc, je sais ce que c'est que de rencontrer des dessinateurs menacés. Et là, on est quelques jours avant le drame. On est au forum des Halles, à Paris, avec Tinius, qui a été assassiné. Et puis, on est avec Raima, qui est une dessinatrice vénézuélienne. C'est un aspect c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé, mais ce sont les résistants. On parle, je dis beaucoup dans les écoles, justement, quand je retourne. Je dis, mais tu sais, ton prof d'histoire, il te parle de résistance, la Deuxième Guerre mondiale. Mais des résistants, il y en a. Et elle, à Caracas, elle a fait des dessins contre ce qu'il ne fallait. Au-dessus de Mahomet, il y a Hugo Chavez. Et donc, elle a dessiné sur Hugo Chavez, elle s'est moquée d'Hugo Chavez, et à tel point que, encore il y a quelques mois, elle était encore à Caracas. Le clan Hugo Chavez osait donner son adresse à la télévision, osait donner sa préférence sexuelle, c'est pour vous dire le niveau. Et elle a été menacée dans la ville certainement une des plus violentes de toute l'Amérique latine. Et il y a eu un moment, elle a été quand même virée. Voilà. Et maintenant, elle est à Miami. Voilà. Et grâce à la fondation de Cartooning for Peace,
elle est aidée parce qu'elle n'est pas toute seule. Voilà, c'est des résistants qui sont virés, qui sont giclés, et à la fois ils savent qu'ils ne sont pas seuls. On s'occupe en ce moment d'un Malaisien qui risque 43 ans de prison seulement parce qu'il a fait des dessins. Vous verrez, les dessins, ils sont gentils. Hein. Eh ben, c'est des dessins qui valorisent l'opposant à Kuala Lumpur. 43 ans de tôle si la justice donne son verdict. 43 ans de tôle. Et il continue à faire des expos à Kuala Lumpur. Alors moi, je laisse parce qu'un dessinateur n'a pas à dire à un autre dessinateur ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Il fait des expos. Bravo la résistance, mais c'est casse-gueule. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'il a fait une expo à Kuala Lumpur, évidemment, il a été attaqué, il y a eu de la violence, et il s'est retrouvé en tôle. Après les attentats, il y a eu une discussion entre vous, Régis Debray et Antoine Gallimard, qui a débouché sur une conférence internationale qui s'appelait le dessin de presse dans tous ses états, dont le livre est là. Et dans ce livre, l'historien Pascal Horry écrit que le dessinateur a gagné sa carte de presse en la signant de son sang. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le regard porté par les journalistes sur les dessinateurs a changé après ? Oui, un peu quand même. Un peu, parce que je vois bien des trouilles qui s'installent. Je l'avais déjà dit dans un journal qui s'appelle Média, il y a 10 ans. La trouille est en train d'arriver. C'était le titre de la revue. Et j'ai toujours vu cette trouille qui commençait à s'installer depuis 10 ans. Et là, ça prend des drôles de proportions. Et il y a des fois... moi, je suis privilégié. Hein. Moi, les rédacteurs en chef, ils sont adorables avec moi. Mais il n'y a pas une seule idée politique à laquelle je crois, à laquelle je tienne, qui ne passe pas dans mon journal. Or, je connais des dessinateurs qui n'arrivent pas, à cause de cette trouille, à caser tel ou tel dessin dans leur journal, parce que les peurs se sont installées. Alors, vous avez, Plantu, si vous pouvez en profiter, c'est le moment. Il ne sera pas là tous les jours. Bousculer les bien-pensants, c'est toujours un coup de symbole. Bon, là, je tombe sur des dessins sur Hollande. C'est des symboles. Voilà. Je prends Hollande. Vous voyez, c'est des symboles. Je me dis, tiens, je vais le faire en bande dessinée. Tintin au Mali. Voilà. C'est des symboles. Alors, le symbole de Captain America, c'est un autre symbole. Voilà. Mais je mélange. Vous savez, c'est un shaker. Je dis, tiens, je vais prendre ça et puis on va voir ce que ça donne. Et c'est très amusant. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Ah oui, Superman. Ouais, bon, ça marche pas. Mais bon, je me suis dit, j'ai essayé. Voilà. Bécassine, ça marche mieux, vous voyez ? C'est mon petit Pôle emploi. En plus, je suis sourd. La première fois que j'ai entendu Pôle emploi, j'ai cru que c'était un mec. Et du coup, j'ai créé Pôle emploi. Comme quand j'étais petit, quand on chantait la Marseillaise à l'école. C'était l'époque où on chantait la Marseillaise à l'école. Et c'est Féro, ce soldat. Et je crois qu'il y avait un soldat qui s'appelait Céphéro. Je me suis dit, tiens, il doit être bien ce type-là. Céphéro, ce soldat, il est bien. Zep, voilà, le zizi pour tous. Le Schtroumpf. Alors évidemment, en Schtroumpf, Sarko, il est quand même plus Schtroumpf que Schtroumpf. Si je dois Schtroumpfer l'un, c'est plutôt Sarko qui Schtroumpf plus que l'autre. En Snoopy, il est pas mal. Je sens la reprise. D'ailleurs, vous avez vu, hein. Alors, je vous dis, conférence de la rédaction en chef d'il y a 3 jours. Les rédacteurs en chef ont dit, attention, il faut quand même prévenir les lecteurs. Il y a un petit peu quand même, un truc qui ressemble à la reprise quand même. Je vous le dis parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais eux, ils l'ont vu. Parce que des fois, ils voient des trucs que moi, je ne vois pas. Et quand ils voient mes dessins, ils voient des trucs que moi, je n'ai pas vus. Bon, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, Rentemplan, il est bien, Rentemplan. Et alors, pour vous dire à quel point c'est spontané, le boulot, parce que j'ai fait Rentemplan, je me suis dit, tiens, c'est bien. Et puis je me suis dit, tiens, où je veux mettre le drapeau, vous voyez ? Et puis, en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors, des fois, il faut quand même un peu réfléchir. Il y a eu des dessins sur Sarko aussi, ou c'est, parce qu'on est à la Fondation, c'est juste une spéciale Hollande. Ah, je crois obligé, là. On va t'en faire du Sarko. Alors, Sarko, on va le faire revivre parce qu'il a un peu mal en point quand même. Alors, un petit... Ouais, je me suis posé la question. Ouais. Je sais pas. Donc, Sarko. Déjà, c'est Sarko, hein, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. Le nez comme ça. Alors, les dents
très gnarc-gnarc, hein, bon, d'accord. La joue qui passe en dessous du nez, comme ça, voilà. Les oreilles de Spock, voilà. Voilà. Et le reste, je le fais à la règle, comme Manuel Valls, vous voyez. Hop, voilà. Et donc, j'ai plus qu'à dessiner 2 petits pieds, là, et le dessin, il est fini. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est incroyable, parce que quand je le vois en photo, je dis, mais mon dessin est plus ressemblant, quand même. C'est incroyable. Et alors lui, moi j'ai eu des Hollande, alors je vous le dis parce qu'on l'a rencontré la semaine dernière, et il nous a remis un prix vraiment de La France s'engage, parce que on a fait beaucoup de choses. Et très franchement, à chaque fois il est sympa. Et je me dis, mais putain, il voit mes dessins ou pas? Et vraiment, il est adorable. Et vraiment, il est adorable. Alors que Sarko, il m'aime pas. Bon, ça, c'est normal. Et à la fois, ça m'est arrivé à un moment, je dessinais des mouches. Voilà. Et alors, le nombre de fois où il a écrit, il m'a envoyé des motards. Cher monsieur, j'aime beaucoup vos dessins, mais c'est plus ressemblant s'il n'y a pas les mouches. Ouais. Et même, il a convoqué Eric Fotorino, quand il était directeur du Monde, pour dire, il y en a marre des mouches. Et donc, on s'était mis d'accord avec le directeur du journal. Bon, tu fais 3 mouches, mais pas plus. Et le lendemain, j'en ai fait 15. Et le rédacteur en chef, il me dit, bah attends, on avait dit 3 quand même. Voilà. Et Balladur, c'est comment? Alors, Balladur, bah, il est sympa, lui. Mais est-ce qu'on dessine les mourants? Oui? Allez, on y va. Alors, gros tarin, lui, voilà. Mal rasé de là. Alors, très important, la bouche en cul de poule. Premier menton, c'est pas fini. Deuxième menton. Troisième menton. Et puis le reste vient. Voilà, c'est le plus dur est fait. C'est-à-dire qu'il a un sourcil qui est le plus haut que l'autre, ne me demandez pas pourquoi. Il a, voilà. Et alors, ah oui, alors je lui ai rajouté. Alors, j'ai fait une émission une fois avec lui. Oh, c'était à l'hôtel Meurice. France Culture faisait des émissions à l'hôtel Meurice. Et il y avait un photographe, Xavier Lambourg, qui savait que j'allais venir et que Balladur allait arriver. Et comme il savait que je dessinais Balladur comme ça, parce qu'il a un petit côté, je ne sais pas quoi, on dirait Louis XV, je ne sais pas quoi. Je lui ai dessiné un petit catogan. Et je l'ai dessiné en chaise à porteur. Et en 95, et très franchement, non, il n'y a pas les mouches. Il y avait des bulles, il y avait des bulles. Il n'y avait pas de mouches. Non, il n'y a pas de mouches. Ah, c'est crescendo, ça dépend des... Sarko, non, prenez des notes quand même. Sarko, c'est les mouches, lui, c'est les bulles. Et donc, et je l'ai dessiné en chaise à porteur. C'est-à-dire que si il n'a pas été élu en 95, j'en suis un peu... voilà, c'est un peu grâce à moi. Bon. Et donc... Et il y avait une chaise à porteur à l'entrée de l'hôtel Meurice. Et le photographe nous a demandé tous les deux de rentrer dans la chaise à porteur. Oh, la tête à Balladur. Oh là là. Oh là là. Bon. Donc, il était comme ça. Ouais, ouais. Voilà, non, mais en plus, je lui ai rajouté un petit truc comme ça. Vous savez, des petits... Un petit marquis de Louis XV, vous voyez, comme ça. Un petit jabot. Voilà, c'est ça, un jabot. Et puis, le petit ventre, comme ça. Voilà. Non, il est, et puis il a les manches comme ça. Non, il est très, très sympa à dessiner. Mais il me manque un peu. Hein. Là, j'ai un peu exagéré. On dirait un peu Raffarin, quand même. Hein. Mais chaque époque a son Balladur et Raffarin fait le boulot. J'essaye de voir... je l'ai dessiné hier. Je l'ai dessiné hier avec Fillon. Parce que Fillon... ah oui, parce que j'ai regardé son discours l'autre jour. Et il y avait des accents un peu gauliens. Et en plus, il a beaucoup... On aurait dit qu'il faisait « Et la France libre », comme s'il était à Notre-Dame ou à Strasbourg au moment de... en 44 ou en 45. Et donc, je me suis dit, tiens, ça me parle. Et du coup, comme il n'a pas été très clair, et puis j'ai vu son nez s'allonger, je me suis dit, ah, mais De Gaulle. Et puis j'ai fait une petite balançoire, où j'ai dessiné Pénélope sur la balançoire. Voilà, bon, et c'est venu comme ça. Non, De Gaulle,
Non. Puis j'ai même visité la boisserie il n'y a pas longtemps, là où il a vécu. Et puis j'ai même vu, là vous parliez de Régis Debray, j'ai vu l'endroit où il avait le téléphone. Il n'avait pas le téléphone dans son bureau, ni dans la salle à manger. Il avait le téléphone, parce que le téléphone était considéré à l'époque comme un truc un peu louche. Donc il était dans une buanderie moche. Et donc c'est là où il a téléphoné aux généraux boliviens pour demander la libération de Régis Debray. Voilà. Non, De Gaulle. Et puis je suis allé à son enterrement. J'avais 19 ans. Et en 70, quand il est mort, je suis allé à Notre-Dame, là où il y avait tous les chefs d'État. Et déjà, j'étais un dingue de la photographie. Je suis venu avec mon appareil photo. Et j'ai pris en photo le roi des rois, Élie Sélassié, Nixon, Podgorny, Pompidou. Voilà. Et je trouvais que c'était quelqu'un que moi, comme jeune de 20 ans, c'était pas mon truc. Le gaullisme, c'était pas mon truc. Mais je sentais que c'était quelque chose de très important. Et j'avais peut-être déjà une âme journalistique à ce moment-là. Puis il n'y a pas eu que De Gaulle, si on remonte un peu, il y a eu Jaurès aussi. Que j'ai mal connu. Mais attendez. Mal connu, mais bien dessiné pour la Fondation. Oui, exactement. Mais que j'ai presque croisé, parce que je me souviens que Hubert Bovmery, pour moi, c'est un peu Victor Hugo. Alors Jaurès, Victor Hugo, c'est un peu... Et quand je voyais Hubert Bovmery, le créateur du journal Le Monde, et que je le voyais dans les années 70, il y avait un respect total. C'était Hubert Bovmery. C'est un peu comme Jaurès, vous voyez. Et une fois, il y a eu le début des cartes bleues, où on pouvait aller au distributeur. Et des fois, je voyais Hubert Bovmery dans la rue qui allait chercher de l'argent au distributeur. Je disais, putain, il y a Victor Hugo qui prend ses dessins au distributeur. Et Jaurès, c'est un peu... voilà. Je suis allé au musée Jaurès à Castres. C'est à Castres. Hein. J'ai fait une expo là-bas. Et vous voyez, par exemple, je vous le dis parce que l'évolution de notre communication, elle est incroyable. C'est pour ça que je vais vous dire un truc sur Jaurès. Aujourd'hui, on a Twitter, c'est-à-dire on a les réseaux sociaux. En l'espace d'une minute, ce que je dis, même si je dis une bêtise, c'est dans 2 secondes en Chine ou à Moscou. Bon. Jaurès, quand il parlait, il y avait des gens qui avaient inventé les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand Jaurès se mettait sur un tonneau ou sur une estrade et qu'il parlait, tous les 15 mètres, il y avait quelqu'un qui répétait ce que disait Jaurès, que l'autre répétait ce que l'autre avait dit, et ce que l'autre avait dit, et ce que l'autre avait dit, ce qui fait que le gars qui était au fond, il savait ce que Jaurès avait dit. Il n'y avait pas de micro à l'époque. Voilà. C'est le début des réseaux sociaux. Merci Jaurès. Moi, je voulais simplement savoir, est-ce qu'il vous arrive d'être dépassé par l'impact du message politique qui est au cœur du dessin, que vous décidez spontanément, comme vous l'avez dit, avec des sentiments, et que ce dessin va bien au-delà de ce que vous aviez envie de faire et de la façon dont c'est reçu. D'autant qu'aujourd'hui, comme vous le dites bien, vous ne dessinez plus pour les quelques personnes qui achètent Le Monde le matin ou qui achetaient Le Monde il y a 40 ans. Aujourd'hui, votre dessin fait le tour du monde. Vous avez des exemples? Quand je fais un dessin sur la pédophilie, heureusement que ça n'existe plus, hein, mais à l'époque, à l'église, ça se faisait beaucoup dans les sacristies, les voies du Seigneur sont impénétrables, et que le petit gosse, il dit, il y a bien qu'elle, mais je ne savais pas ce que c'était de péter le serveur du monde. On a fait péter le serveur du monde, il y a eu... C'était énorme. C'était 30 000 en une seule journée. 30 000. C'est incroyable. Et alors, je ne vous raconte pas le dessin que j'ai fait sur Benoît XVI après, parce que c'est encore pire. J'ai eu un procès. Bon. Et c'est là où on se rend compte qu'un dessin, déjà, j'étais étonné que le rédacteur en chef il soit d'accord. Je dis, t'es sûr? Non, j'ai pas dit t'es sûr. C'est pas fou. J'ai dit, ouais. Oh, j'en avais un plus chaud, mais enfin bon. Et non, on fait déjà celui-là, on verra bien. Et c'est là où je me suis dit, ça va pas passer inaperçu, mais je ne savais pas à quel point il passerait pas du tout inaperçu. Et donc, c'est là où maintenant les réseaux sociaux changent la donne. Où, par exemple, quand à l'époque il n'y avait pas de, parce que je fais des dessins qui
qui décoiffent, mais à la fois des dessins aussi respectueux. Quand Jean-Paul II, que j'ai fait beaucoup de dessins pour le désinguer, mais à la fois le jour où il est mort, moi je trouvais que j'avais du respect pour ce pape, et donc il est mort, j'ai fait un dessin qui était plutôt respectueux sur le gars. Et à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas le pape ne tweetait pas, surtout celui-là, ce jour-là. Mais et par contre, un dessin comme ça, il n'y a que les lecteurs du Monde. Je suis pas sûr d'avoir voté pour le bon pape. Et l'autre il dit, c'est ce que ma femme m'a dit. Bon, bah, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, mais bon, ça c'était que pour les lecteurs du Monde, voilà. Est-ce qu'on a vu tout? Vous me dites, hein, parce que quand vous me dites que c'est la fin, vous me dites aussi. Mais encore, voilà. Arafat, pourquoi il vous a appelé à 14 Ah, alors j'en sais rien. Ah oui, si, j'ai un début. Il faisait tout la nuit. Oui. Il faisait rien le jour. Me demandait, il changeait de lieu tout le temps. Et d'ailleurs, je me souviens que quand je l'ai rejoint, d'abord, j'avais un peu la trouille. Et j'ai téléphoné à notre correspondant, Michel Deray, qui était notre correspondant. À l'époque, on avait un correspondant en Tunisie, mais permanent. Et je lui dis, le gars qui m'a téléphoné, il s'appelle, son numéro de téléphone. Ah, il me dit, bon, ça va, je le connais, tu peux y aller. Je dis, d'accord, mais il est 4h du matin. Il me dit, tu peux y aller. Donc, il y a une voiture pourrie qui m'a attendu, une Peugeot, avec des Kalachnikovs et des bonshommes dedans. Ils m'ont emmené dans un endroit. On m'a fait attendre à l'hôtel Hilton pendant je sais pas quoi. Et puis après, on m'a changé de lieu. On a été dans un autre hôtel qui était ouvert la nuit. Et puis après, on a été allé dans une villa. Et voilà. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je suis incapable de vous dire où je l'ai vu. Pour quelle raison? Ah, alors. Pas pour faire manger une de l'orange, quand même. Eh bien, en fait, son frère, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et qui travaillait à Genève, lui avait beaucoup parlé de moi. Et Arafat, à ma grande surprise, connaissait tous mes dessins. Et j'étais stupéfait. Et il était furieux. D'abord, il était furieux après certains de mes dessins. Il y avait eu le passage de l'Aïkile Laoro, où des Palestiniens de l'OLP, pas du FPLP, de l'OLP, avaient balancé par-dessus bord un paralysé juif parce qu'il était juif. Là, je ne l'ai pas laissé au hasard, donc j'ai fait un dessin, apparemment, qui ne lui a pas plu. Et je me suis rendu compte qu'il était bloqué, alors je le sais maintenant, il était bloqué dans ses pourparlers secrets avec les Israéliens, et il a pensé qu'en m'utilisant moi, ça pouvait être une passerelle. Et c'est marrant parce que Cartooning for Peace, on dit qu'on construit des ponts entre les cultures, avec des gens qu'on ne connaît pas un peu partout. Et en fait, on a fait une passerelle avec les Israéliens. Il m'a manipulé dans le bon sens du terme, et je me suis rendu compte que... Mais je l'ai su longtemps après. C'est pour vous dire que je réponds à la question que je ne me rends pas toujours compte de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais en tout cas, est-ce que je suis capable de comprendre et de me rendre compte de ce que je fais? Bien sûr que non. Mais j'essaye de maîtriser au maximum. C'est pas ce que vous faites, c'est le rôle que vous pouvez jouer. C'est un petit peu différent, me semble-t-il. Oui, mais des fois, est-ce que je suis conscient du rôle que je peux avoir? J'en sais rien. Quand je vais au Liban, là, par exemple, quand j'y vais là, mon rôle, c'est de mettre en avant des dessinateurs résistants, courageux. Lui, il s'appelle Stavro. Il est libanais. Et il dessine l'interdit à Beyrouth. Il dessine le leader du Hamas. Et là, notre boulot à Cartooning for Peace, c'est de mettre en valeur ces dessinateurs courageux, parce que Nasrallah l'a appelé le moment... Là, ça s'est calmé. Mais en 2006, là, c'était très chaud, et Nasrallah lui téléphonait. Il lui disait, arrête de me dessiner, je ne sais pas si tu es au courant, mais je descends du prophète. Et Stavro lui a répondu, tu descends peut-être du prophète, mais tu fais surtout de la politique. Et donc, moi, je suis dessinateur poétique, je fais des dessins poétiques, tu fais de la politique, je te dessine. Et moi, je trouve que ça ne manque pas de panache. Voilà. Et ça, c'est le boulot, c'est de mettre en avant le courage de ces dessinateurs. Là, on est en Tunisie, Chili Bel comme ça, et au moment où Ennahda, les fondamentalistes sont au pouvoir, il fait ce dessin-là. Je veux dire que c'est courageux. Hein. C'est pas, il ne le fait pas à Paris. Hein. Lui.
Lui, il s'appelle Z. Alors moi, chapeau. Voilà. Alors voilà, tiens, toi, tu vas pas me gonfler avec ça. Et voilà. Ça, c'est Apple. Ils veulent à chaque fois que je reformate mon ordinateur, et moi, je veux pas. Voilà. Et alors, justement, ils m'obligent à dire, on est dans une société où on est tous de plus en plus formatés. Et je le dis aux jeunes dans les écoles, vous allez voir, vous allez être de plus en plus formatés, ne vous laissez pas faire, et même quand Apple veut vous formater. Et donc, et là, Allah est grand, je trouve qu'il est tunisien, le gars, hein, il fait ça. Je trouve, et là, c'est la Mecque, hein, vous voyez. Eh ben, je trouve que chapeau, hein, il est dans le bouquin, en grand, dans le bouquin. Voilà, bon, ben voilà, ça c'est ça c'est important. Encore en Tunisie, pour vous dire qu'est-ce que dit une image. On est en Tunisie, il y a cette nana, je ne sais jamais si c'est un mannequin allemand, mais je ne sais pas son nom, en tout cas elle est pas mal. Et puis il y a un footballeur, je crois qu'il est turc ou tunisien, je ne sais pas. Et ils sont bon. Et la photo, elle est publiée en Tunisie, il n'y a pas de problème. Il est connu, hein, il paraît qu'il est allemand. D'origine turque. Ah, allemand d'origine turque. Il joue pour l'équipe allemande. Mais son passeport, c'est quoi? Allemand, mais il est d'origine turque. Mais d'origine turque. Ah bon, merci. Eh bien, ils sont ensemble. Bon, le journal, il est publié, il est distribué en Tunisie. À l'époque de Enada, pas de problème. Pour vous dire, il y a une souplesse quand même. Il y a une société civile incroyable en Tunisie, et c'est l'espoir du monde arabe. Et à la fois... quand le même dessin est publié, la même photo est publiée dans un journal tunisien, à ce moment-là, il y en a qui coincent et qui disent « Attendez, c'est pas la même image, parce que l'image, elle est mélangée avec des lettres du Coran. On a affaire à des... Hein, bon. Et donc, ça veut dire que vous voulez insulter le prophète. Attendez, on se calme. Le directeur, il va en tôle. Le rédacteur en chef, il va en tôle. Ça n'a pas duré, mais ça a duré quand même. Et mon copain dessinateur chez Liben comme ça, il fait ce dessin, il dit, voilà, je vais mettre la mannequin voilée, et puis je vais faire le barbu, voilà. Et il dit cette belle phrase, retoucheur, un métier d'avenir, c'est ce qu'il dit, voilà. Et c'est pour vous dire à quel point maintenant, un dessin, une image, ils disent quelque chose à un endroit donné. Un truc que j'ai vu à Moscou, je vous le montre parce que c'est un truc incroyable sur l'incompréhension dans les cultures. Où est-ce que je l'ai mis ? Il y a des gens qui font du patin à glace. Où est-ce que je l'ai mis ? Ça doit être là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je l'ai mis là-dedans ? On y revient. Oh, bah, c'est pour le plaisir. Par exemple, regardez, Zara. Il y a 2 ans, qu'est-ce qui est passé dans la tête du gars de Zara qui dit « Oh, j'ai une idée, on va faire un truc rayé avec une étoile jaune et on va vendre ça dans les magasins. » Et là, je me dis « Tiens, faut peut-être un peu lui parler au gars. » Vous voyez ? Voilà. Et je vais revenir sur Moscou parce que c'est un truc incroyable que vous pouvez voir sur YouTube. Ils ont fait un truc incroyable. Alors ça, c'est un dessin merveilleux. David Katz, un dessinateur israélien. Ça, c'est un dessin où on essaye de rassembler. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Sénèque, que j'ai jamais étudié, mais bon, ça fait bien. Et en plus, j'y mélange un rabbin, un imam, un évêque. Voilà. Ça, c'est l'avenir. Et quand la petite, elle me dit ouais, parlez-nous de l'essentiel. Ben, je lui dis tiens, voilà, je vais te parler de l'essentiel. Les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Et donc, ça calme. Vous voyez, ça les calme. Et ça, c'est mon boulot, de toujours être à l'écoute de leurs questions et de dire, tiens, on va essayer de... Et puis, moi, dans mes tablettes, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je vais vous montrer un truc qui s'appelle la Shoah sur glace. Je vous assure, c'est un truc incroyable. La Shoah sur glace. Vous connaissez Holiday on Ice ? Bon, bah, c'est la même chose, mais avec des... Vous n'en avez pas entendu parler ? Eh bien, vous allez en entendre parler. C'est incroyable. La Shoah sur glace, la vidéo russe qui fait scandale. Ils sont habillés en déportés. Il y a même un moment, ils patinent, vous allez voir, il y en a un qui a le bras levé. Il y en a, c'est ahurissant.
Et donc, ça veut dire que... Et quand j'ai parlé avec les Russes, ils m'ont dit, mais c'est quoi le problème? Je dis, le problème, Shoah sur glace, quand même, vous mélangez... Et en fait, je me rendais compte qu'avec notre propre culture, on voit et on comprend des choses, alors que eux, moi, j'ai pas vu une seule personne, alors je suis resté qu'une semaine, hein, pas une seule personne qui était choquée par la Shoah sur glace. Ahurissant. 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 Le bras levé. L'étoile. Je veux dire, c'est ahurissant. Et ils sont contents de leur coup. C'est-à-dire qu'ils disent, oh, ça va faire un bon truc, ça va faire le buzz. Bah, d'accord, ça va faire le buzz, mais c'est ahurissant. Je n'en reviens pas. Ça veut dire qu'on a intérêt, et en fait, ça dépasse le boulot de Cartooning for Peace, on a tous intérêt, et c'est là où on n'est pas prêt, nous, en Europe. On n'est pas prêt à dire notre culture, on est très fiers de notre culture, et à la fois, on a un boulot considérable à dire aux autres cultures, on est à l'écoute, on veut vous parler, on ne veut pas vous humilier, on veut être à l'écoute de ce que vous voulez dire et essayer de comprendre que des fois, nous, on peut être choqués aussi par nous, ça nous choque. Et c'est intéressant. Alors, moi, je pense, dans ces cas-là, qu'il ne faut surtout pas interdire la Shoah sur glace. Imaginons que la Shoah sur glace, pour une raison X, soit invitée ici. Je pense qu'il ne faut surtout pas interdire. Il faut faire des putains de débats tout autour du Palais des Glaces, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il ne faut pas interdire. L'interdire, c'est la rupture, on ne se comprend plus. Alors que dire, attendez, on ne va pas vous humilier, on ne va pas vous insulter, on veut juste vous dire, nous, ça nous dit quelque chose d'autre. Essayez de le comprendre. On réussit pas le débat. Ce qu'il faut, c'est créer des débats. Et je pense que notre pays fragilisé, notre Europe fragilisée, notre planète fragilisée, on le voit avec Trump, on n'est pas prêt pour faire des débats, pour essayer de se parler et de calmer les choses. Voilà, c'est ça, c'est un boulot considérable qu'on a. Ce t-shirt, un t-shirt qui est vendu sur Internet. C'est ahurissant, c'est pas croyable. Voilà. Et par exemple, vous voyez, par exemple, le rôle du dessinateur. Je me retrouve avec le président Shimon Peres dans son bureau, c'était en 2008, et évidemment, je lui montre des dessins qu'il aime, et à la fois des dessins qu'il n'aime pas. Et je lui montre ce mur de séparation, voilà. Et le boulot du dessinateur, c'est pas je voulais pas faire un truc hyper hargneux, mais j'ai beaucoup de respect pour Shimon Peres. Et à la fois, j'avais besoin aussi de lui montrer des dessins sur... et quand il est mort, ben voilà, j'ai fait un dessin hommage à Shimon Peres. Maintenant, il est au ciel, mais comme dit le Palestinien, mais moi, quand je regarde le ciel, je vois des grues. Voilà. Bon, à la fois, je dis un hommage et à la fois, je dis ce que je pense. Et je ne veux rien lâcher sur ce à quoi je crois, à tort ou à raison. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ou pas ? Je ne pense pas qu'on ait fait le tour de tout, parce que je pense qu'on n'y arrivera jamais. En revanche, on a fait le tour de beaucoup de choses. Encore un, voilà. Un truc dont l'Europe ne parle pas. À chaque fois, je vois les Européens, on va rencontrer Juncker dans pas longtemps. Mais pourquoi les Européens ne réagissent pas quand il y a un journal hongrois qui s'appelle Barricade, qui ose mélanger les lettres magyares avec des lettres hébraïques pour dire les Juifs, il y en a marre, ils sont partout, je sais pas quoi. Et c'est un dessin qui me rappelle, moi, des dessins des années 30 chez nous. Et on est en Hongrie. Et aujourd'hui, je dirais l'honneur de cette Europe qu'on a à construire avec nos amis hongrois, on aurait aussi intérêt à leur dire, écoutez, faites un peu le ménage parce qu'il y a des soucis. Et on n'est pas prêt non plus. Quand je dis qu'il y a un tsunami d'antisémitisme et d'islamophobie, on est dans le cœur et on n'est qu'au début de de ce combat contre les fondamentalismes, oui, mais le plus grand combat qu'on a à faire, c'est contre l'ignorance. On a affaire à des gens qui sont... Il y a une ignorance à bousculer parce que c'est pour ça qu'il faut retourner dans les écoles. Eh ben voilà, je crois une belle conclusion, le combat contre l'ignorance.